sujet précis à ce space, donc si tu veux parler de Vas-y, ça, vas-y, on peut en carré. parler après. Mais en tout cas, tout ce qui est hétérologique, tout ça, là, en tout cas, barakallahu fik, mais tout ce qui est hétérologique, tout ça, c'est quoi ça? Oui. Ça, je connais pas ça, moi. En fait, là, on parle de certains paradoxes qui existent en logique, qui tendent à remettre en cause les principes de la logique, on va dire de la logique élémentaire, Hein. la logique que tu peux trouver, par exemple, en islam ou dans d'autres religions. Et certains paradoxes modernes ont essayé de remettre en cause ces principes-là. Et donc là, on parle des résolutions qui existent à ces paradoxes. Ouais, je vois un peu, ouais, je vois un peu, quand même. Je vois un peu. Ouais, il est intéressant. Bah, ça aussi, c'est intéressant, ça aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. En plus, je connaissais pas, vous m'avez appris un nouveau bail. Calmez, calmez, barakallahu fik, les gars. Pas de souci, ouais. Barakallahu fik, Allah vous récompense, en tout cas. Amin. Salam alaikum, les refs. Ouais, comme ça. Du coup, je sais plus où on en était parce qu'on a été interrompu, mais en gros, ouais. Voilà, vas-y, je te laisse parler à Platon parce que c'est toi qui voulais dire. Ah non, c'était par rapport à hétérologique et ouais, autologique. Donc si on dit, Ouais, voilà, autologique, c'est ce qui se décrit lui-même. Donc par exemple, si j'ai ouais, français, français se décrit lui-même, etc. Et donc le paradoxe, c'est de ouais. dire est-ce que autologique est autologique, c'est ça? Est-ce que hétérologique est autologique ou bien il est hétérologique? Ben là, on peut parler de deux aspects, ce à quoi il renvoie, et si tu veux, le mot lui-même, son identité, on va dire. Mais de toute façon, non, parce que le prédicat autologique et hétérologique ne concerne que des vocables. Ne concerne que des, si tu veux, des alphas, pas des ma'ana. Non, des ma'ani. Oula, ouais, Marani. ma'ani, pardon. Oula. Oui, donc dans le sens de les ma'ani et le vocable, c'est à deux aspects. Peut-être l'un peut être. Bah, je pense pas qu'on puisse parler de prédiquer des trucs qui s'appliquent qu'à des vocables à des ma'ani, parce que quand tu prends hétérologique, ok, il a un sens, mais là, quand on pose la question de ce que hétérologique était hétérologique, on est en train de se C'est le demander vocable. si le vocable hétérologique, c'est-à-dire H-E-T, etc., est-ce que lui-même il Mais est ça n'a hétérologique? aucun Et ça sens. veut dire quoi se poser? Bah oui, ça n'a aucun sens en fait, c'est sur ça le problème. Parce que se demander est-ce que ce vocable il est hétérologique, ça revient à se poser la question de est-ce que le vocable hétérologique a un sens qui s'applique à lui-même. Et c'est quoi le sens du vocable? C'est quoi le sens de hétérologique? C'est le fait d'avoir un sens qui s'applique à lui-même. Et ça, on ne peut pas le prédiquer en fait. C'est juste une incompatibilité. En fait, la vraie réponse à ce paradoxe, c'est tout simplement que hétérologique est imprédicable vis-à-vis de hétérologique et autologique. C'est juste, on peut pas le prédiquer parce que ça n'a pas de sens. En fait, c'est une erreur sémantique. Ok, je vois. C'est la réponse qui existe. C'est une des réponses qui existent, il y en a d'autres, hein. Mais ça, c'est une réponse facile, en gros. Quelqu'un te le balance, tu dis, bah non, c'est pas le principe de non contradiction, c'est juste que cette prédication, elle a aucun sens, c'est une fausseté sémantique. Tais-toi, quoi. Tais-toi. Mais il y a plein de petits paradoxes comme ça. Et ce qui me fascine, c'est que en logique moderne, on a tendance à prendre ces paradoxes et à se dire, ok, ils sont tellement importants qu'il faut refonder la logique. Ah, la logique aristotélicienne, ou je sais pas quoi, il faut tout refonder, il faut tout recommencer. Non, ça c'est. D'ailleurs, ça, pour parler de ça aussi, hein, la logique aristotélicienne. Parce que beaucoup pensent que ceux qui font de la logique, voilà, ils pompent sur Aristote, etc. Et c'est Aristote qui a énoncé les principes de la logique, etc. Non, non, Aristote, il a rien énoncé du tout. Aristote, ce qu'il a énoncé, enfin, je veux dire, Aristote n'a rien inventé du tout. La seule chose qu'a Il fait a Aristote, formalisé. c'est qu'il a, La il a, formalisée. voilà, ça, il a constaté que les gens avaient une croyance commune, pas une croyance commune, mais un axiome commun qui était le principe de non-contradiction, le principe d'identité, le principe du tiers, et il l'a simplement écrit, c'est tout. Lui, il n'a rien fait d'autre. Et il a formalisé une logique avec ce qu'il avait constaté. Ensuite, la question de savoir maintenant, est-ce que la logique arabe, c'est une logique aristotélicienne pure? Ça, c'est pas le cas. Maintenant, est-ce que la logique arabe reprend les principes de la logique aristotélicienne, les trois grands principes de la logique classique? Oui, mais elle les reprend pas parce que c'est Aristote, elle les reprend parce qu'ils sont évidents. C'est tout. La logique classique sont triviaux. Et la logique arabe, en fait, a beaucoup changé la logique aristotélicienne. En fait, on distingue plusieurs phases dans l'histoire de la logique arabe. La première phase, c'est la réception des écrits d'Aristote, notamment de son Organon. C'est le grand ouvrage de logique d'Aristote. Il y a eu cette réception. Et il y a eu cette réception, une correction, une première correction. Ça, c'est le Farabi, le philosophe.
Mutakalim, c'est un philosophe, il a fait cette correction. Il a corrigé Aristote. Il y a une deuxième phase ensuite. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, c'est les Ibn Sina, etc. Exactement. Ensuite, c'est Ibn Sina. Ibn Sina, il écrit un livre qui s'appelle Logique de la Shifa, dans lequel il va corriger en amont et en détail, beaucoup plus qu'Al-Farabi, toutes les méthodes d'Aristote sur la logique, y compris sur la modalité, la logique modale. Le possible, le nécessaire, l'impossible. Il va tout corriger, il va tout peaufiner, il va tout façonner, et il va représenter une nouvelle logique, qui est à sa base dans la logique aristotélicienne, puisque de toute façon Aristote ne fait que reprendre ce qu'il y a dans l'intuition et dans l'évidence, et il va corriger quelques erreurs d'Aristote, par exemple, je sais pas moi, sur les fameux, vous savez, les fameux syllogismes valides, etc. Et donc, ça va le reprendre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Ibn Sina, c'est très bien, mais Ibn Sina, il y a aussi des erreurs dans la logique qu'il a formulée. C'est-à-dire, il y a des erreurs, par exemple, dans sa conception de la modalité. Il y a des erreurs, par exemple, dans sa conception de la proposition. Il y a des erreurs, par exemple, dans sa conception du syllogisme, etc., etc., etc. Qui va le corriger? Et ben, le premier qui va vraiment faire un travail de fond sur la logique, un immense travail de fond sur la logique, c'est Al-Razali. Mohamed Al-Razali, au 11e siècle, jusqu'au 12e, puisqu'il meurt au début du 12e siècle, comme vous le savez. Et il va, en fait, reprendre les ouvrages d'Ibn Sina, et il va les travailler, et il va synthétiser tout ce qu'il a travaillé sur les ouvrages d'Ibn Sina en 5 grands livres de logique, parmi lesquels il y a le fameux Mi'yar al-Ilm, qui est un ouvrage de logique classique fondamental, qui est enseigné encore à haut niveau dans les madrasas. Enfin, pas dans toutes les madrasas, hein, j'exagère, mais voilà, qui est encore enseigné à haut niveau. Et en fait, euh, il va aborder toutes les thématiques de logique, en particulier, et c'est un truc qui était peut-être un peu moins abordé, la logique matérielle. Je rappelle que la logique matérielle, c'est, en fait, parce qu'il y a la logique matérielle et la logique formelle. La logique formelle, elle étudie la validité des raisonnements. En gros, est-ce que les conclusions du raisonnement découlent vraiment de leurs prémices? Ça, c'est la logique formelle. La logique matérielle, elle étudie pas la validité du raisonnement. Elle étudie la validité des prémices. Par exemple, est-ce que cette prémisse est vraie? Et Le par contenu, exemple, quoi. qu'est-ce qu'il y a? Le contenu des prémices. Exactement, c'est le contenu des prémices. Et comme Razali, par exemple, au début d'un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de logique, mais qui s'appelle Al-Iqtisad fi al-i'tiqad, il va énoncer quelques principes de logique matérielle. Il va dire, voilà, qu'est-ce qui nous permet de déterminer qu'une prémisse est vraie? Il va dire, il y a la raison, il y a les principes de la raison, il y a l'expérience sensible, il y a la transmission, il y a parfois des prémices qui sont vraies en raison d'un autre argument, c'est-à-dire que cette prémisse est vraie parce qu'on l'a démontré avec un autre argument rationnel qui a d'autres prémices, par exemple. Et il va citer un peu tout ça. Et dans Myriad al-Ilm, il va développer un peu la logique matérielle, c'est-à-dire pourquoi une prémisse est vraie, qu'est-ce qui fait qu'une prémisse est vraie. Et en réalité, là, on est dans un autre domaine qu'on appelle l'épistémologie, la théorie de la connaissance. C'est pour ça que la logique, en fait, est fondamentalement liée à l'épistémologie. Et Aflaton le sait, par exemple, on peut vous en parler, mais dans les logiques un peu plus avancées, dans les ouvrages de logique un peu plus avancés, ça parle beaucoup d'épistémologie. Et donc, mais c'est pas fini avec Al-Razali, c'est pas fini encore. On n'est même pas encore à l'essor, là. On est vraiment au développement fondamental. Donc on est encore très loin. Là, on est très loin d'Aristote. Hein. On est très très loin d'Aristote. On a des développements immenses déjà à ce niveau-là. Et encore, El-Razali est loin. C'est pas pour le dénigrer, hein, mais il est très loin d'être le plus grand logicien de la tradition. Ensuite, il y a eu évidemment le tournant fondamental, celui qui a fait le tournant dans le Ilm al-Kalam, dans la logique, dans la face. Exactement, voilà. Hein. Qui a fait le tournant. Voilà. Fakhruddin al-Razi, qui est là, on est plus sur, là, on commence à rentrer dans le 12e siècle, 12e siècle, début 13e siècle. Et là, Razi, il va tout reprendre. Razi, parce que, en fait, le travail qu'avait fait Al-Razali sur Ibn Sina était un travail qui était important, mais qui était encore, il maintenait une forme de superficialité, en fait. On n'était pas encore allé dans le fond de la philosophie, on n'est pas encore allé dans le fond de la logique, etc. On avait étudié, on avait fait des synthèses, mais ça manquait encore de profondeur. Et Razi, lui, il a fait ce travail de profondeur. Il a commenté un ouvrage entier de Ibn Sina qui s'appelle Al-Isharat wa Talbihat, qui est un ouvrage de référence. Il a écrit des ouvrages de logique à n'en plus finir, enfin, des ouvrages de philosophie, et il a retravaillé la logique et il a développé des conceptions qui sont. Il a répondu à plein de paradoxes, par exemple, rien qu'en épistémologie, il a répondu au fameux paradoxe de Ménon, il a développé l'analyse propositionnelle à un autre niveau, en fait. Il a distingué l'analyse, ce qu'on appelle existentialiste, et l'analyse essentialiste de la proposition. En gros, la différence, je vous explique rapidement, c'est que dans l'analyse essentialiste,
quand on a une proposition du type A et B, ok? A c'est le sujet, B c'est le prédicat, comme vous le savez. Quand on a ce type de proposition, l'analyse essentialiste, c'est-à-dire qu'on considère la véracité de la prémisse en fonction de la définition de A et la définition de B, indépendamment du fait qu'ils existent ou non. L'analyse existentialiste, c'est de dire on considère la véracité de la proposition pas en fonction des définitions de A et de B, mais en fonction de l'existence de A et de B. C'est comme ce que disait, Ça, c'est. c'est comme ce que Vas-y. disait Ali El-Krouji, la distinction entre existence pour soi et pour autre que soi. Tu peux expliquer? En gros, existence pour soi, c'est par exemple si je dis, je sais pas moi, un chat existe. Et existence pour autre que soi, si je dis le carré est bleu, c'est par rapport à son essence. Tu vois, c'est pas une Oui, proposition qui va parler de l'existence du carré. oui, oui, ok. Ouais, ok, j'ai compris. Ouais, donc c'est la même chose. Mais voilà, donc Razi, il va faire tout ce travail. Et donc là, à partir de Razi, il y a ce qu'on appelle l'école razienne, c'est-à-dire en gros tous les savants qui vont suivre après et qui vont suivre la méthodologie de Razi sur la logique et sur le canal. Et là, on va avoir des développements immenses en logique. L'un des exemples plus célèbres, c'est Al-Abhari, le célèbre savant originaire d'Iran, qui a écrit le fameux Izarbouji, qui est l'ouvrage de logique le plus célèbre dans le monde musulman. Je pense que c'est assez indéniable, il est enseigné à peu près partout. Et c'est Al-Abhari, par exemple, selon certaines sources, serait lui-même un élève de Razi. Ou alors, selon d'autres sources, il est simplement un élève d'un élève de Razi. Donc ça dépend du degré. Mais tout ça pour dire que après les développements ça a continué à se développer en fait. Il a continué à avoir des analyses. Al-Afhari a tenté de répondre au paradoxe du menteur. Taftazani a tenté d'y répondre aussi, etc., etc. Donc réduire la, la tradition du mentir à une simple forme de logique aristotélicienne en disant ah vous êtes des aristotéliciens, vous êtes des aristotéliciens, non, c'est complètement faux. Est-ce qu'on va dire qu'Aristote a faux partout? Non. Est-ce qu'on va dire qu'il a vrai partout? Non plus. C'est beaucoup plus nuancé que ce que certains peuvent penser. Mais après, il y a eu aussi l'évolution du mentir avec Najmuddin Katibi, c'est ça? Ouais, vas-y, développe. Non, mais je demandais si c'était bien ça après. En fait, oui, parce que, mais c'est dans la continuation de ce qu'a fait Razi, parce que Nejmuddin al-Katibi que tu cites est en fait un élève d'Al-Abhari, lui-même Ouais. vraisemblablement élève de Razi, et Katibi, c'est clairement dans la tradition de Razi. Katibi, il a écrit un livre qui s'appelle La Risala al-Shamsiyya, qui, selon plusieurs orientalistes et plusieurs historiens, est l'ouvrage de logique le plus enseigné de l'histoire. Ouais, Shamsi. Ça, vous le savez, c'est l'ouvrage de logique le plus enseigné de l'histoire. À l'époque, c'était un ouvrage de débutant, la Shamsiyya. Aujourd'hui, c'est un ouvrage de fin de cursus. Pour vous donner aussi une idée de comment les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'en gros, l'enseignement de la logique a été, on va dire, discrédité, un peu une science à part, alors qu'en réalité, il faut parler de ça aussi, en fait, la logique, elle est fondamentale à toutes les sciences. Aucune science qui est tributaire. En fait, pourquoi? Parce que c'est quoi une science? Prenons les choses purement et simplement. C'est quoi une science? Une science, c'est un ensemble de thèses accompagnées d'arguments. C'est rien d'autre que ça, une science. Évidemment, on peut agrandir la définition, mais fondamentalement, essentiellement, une science, c'est un ensemble de thèses accompagnées d'arguments. Bon, très bien. Pour énoncer une thèse, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour énoncer une thèse? Pour que la thèse soit intelligible. On est d'accord? Ah oui, je vais repréciser la définition. C'est un ensemble de thèses accompagnées d'arguments avec un vocabulaire technique propre à la science. Par exemple, en médecine, vous avez un vocabulaire technique. En mathématiques, vous avez un vocabulaire technique. On parle d'application linéaire, on parle d'ensemble, on parle, je sais pas moi, de contraposés, de choses comme ça. Il y a tout un vocabulaire technique. Ben, une science, c'est ça. Une science, c'est un ensemble de croyances avec un vocabulaire technique et des arguments. Maintenant, si on a défini la science comme ceci, bah, le vocabulaire technique, il mérite d'être défini. Ce sont des concepts qui sont introduits, c'est une terminologie. S'il mérite d'être défini, il faut pouvoir savoir faire une définition. Et quelle science apprend à faire des définitions? Spoiler alerte, c'est la logique. Parce que dans la logique, il y a deux objectifs à l'étude de la logique. Ça, vous le verrez dans n'importe quel cours de mentir.
Il y a deux objectifs. Premier objectif, savoir faire des arguments avec des syllogismes à travers l'étude de la proposition. Deuxième objectif, apprendre à définir des choses. Comment on définit une chose. Et donc, si vous avez une science, vous devez définir des choses, donc vous devez maîtriser la logique. Et comme on a dit que c'était un ensemble de thèses avec des arguments, vous devez savoir faire des arguments et donc maîtriser le syllogisme. Et maîtriser le syllogisme, ça implique de savoir comment fonctionnent les propositions, comment fonctionnent les négations des propositions, comment fonctionnent les implications, comment fonctionnent les conjonctions, les disjonctions, les modus tollens, les modus ponens, pardon, etc., etc., etc. Donc en fait, la logique, bien que dénigrée, est une science fondamentale. C'est une science fondamentale. C'est ce qu'on appelle, beaucoup de logiciens parlent de la logique comme de la grammaire de la raison. C'est-à-dire que c'est cette science qui vous apprend à raisonner correctement. C'est la grammaire de la raison. Comme la grammaire apprend à écrire correctement, la logique apprend à raisonner correctement. Et à tort, on pense qu'elle est inutile dans certaines sciences islamiques. C'est pas le cas. Je ne vois aucune science aujourd'hui qui n'est pas tributaire de la logique, même parmi les sciences islamiques. Par exemple, dans le hadith, vous avez un vocabulaire technique. Ce vocabulaire technique doit être défini proprement. Ça nécessite la logique. Dans le kalam, bon, ça c'est évident, puisque c'est le kalam. Ou sur l'alfir. Ou sous l'alfir, fondamental également. Fondamental, bah vas-y, si tu veux expliquer pourquoi, on t'écoute, Tony. En fait, comment dire, Saïd Fouda dans Tad'im al-Mantiq, il explique que le usul al-fiqh, ça vise à ne pas faire d'erreur dans le raisonnement shara'i, et ceci est spécifique, tu vois. Ça concerne le spécifique, là où la logique, le mantiq, on vise à ne pas faire d'erreur dans le raisonnement de manière générale. Et donc, la logique, en ce sens, elle est universelle, et en fait, toutes les sciences sont tributaires de la logique. C'est ça. D'ailleurs, Jalal al-Din as-Suyuti, qui critique la science du mantiq, dans son Sharh al-Taqrib de l'imam al-Nawawi, donc dans la science du hadith, du coup, il utilise la terminologie des manatiqa à son insu. Après, ça va être grosso modo la même chose pour Ibn Taymiyyah, malheureusement. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, donc comme on l'a mentionné, c'est une science fondamentale. Et en l'occurrence, y compris pour les sciences islamiques, quelles qu'elles soient. Après, concernant la logique, il faut savoir aussi que c'est son usage, on va dire, qui semble le plus évident, c'est souvent sur l'usage, on va dire, scolastique, c'est-à-dire le fait de débattre de comment on démontre les croyances, etc., 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 comment on montre que l'islam est vrai, des choses en fait qui sont attraits au ilm al-kalam. C'est d'ailleurs pour cela que les plus grands logiciens du monde musulman sont très souvent des mutakallim, c'est-à-dire des gens qui vont s'atteler à défendre la croyance islamique. Donc il y a un lien qui est comme très fort avec le ilm al-kalam, la science du kalam. Et la science du kalam est indissociable de la logique. Après, voilà. Et pour les falasifa, c'est pareil, mais avec la falsafa, tu vois. Oui, bah oui, ouais. Pour eux, ça va être pareil avec la falsafa de toute façon, puisque de toute façon, je connais. C'est impossible de citer en tout cas, un mec de la falsafa arabe Qui qui n'est n'est pas pas en même logicien. temps plus ou moins logicien. Si après, peut-être Ibn Rushd l'est pas, parce que lui, c'est à se poser des questions quand même. Averroès, pour le nom latinisé. Mais Ibn Sina est logicien. Al-Farabi, Al-Farabi est Al-Kindi, il logicien. me semble. Al-Kindi est logicien. Al-Kindi est logicien. Et après, il y a qui d'autre? Après, il y a les plus modernes, les chiites, par exemple. Il y a la falsafa chiite. Par exemple, je sais pas moi, Deshtaki, on a parlé de Deshtaki, qui est un grand logicien. Dashtaki, c'est plus un mutakallim. C'est un zaïdite. Oui, c'est vrai qu'il est plus mutakallim. Mais il est logicien quand même. Oui, Dashtaki et Dawani, Genre, on même dans le connaît. kalam chiite, en fait.
Même dans le kalam chiite. C'est-à-dire que, en fait, c'est très difficile de faire indépendamment du mentir. C'est juste impossible en fait. Les savants sont des logiciens. Les savants sont des logiciens en grande partie du moins. Après, dans l'époque moderne, on a considéré un peu facilement que toutes les logiques médiévales se ramenaient à des logiques aristotéliciennes et que toutes les solutions médiévales à certains paradoxes, qui sont en réalité pas nouveaux, hein, ce sont des paradoxes anciens. Le paradoxe du menteur n'est rien d'autre que le paradoxe du crétois qui existait déjà. Donc c'est des choses tout à fait anciennes. Et on a tendance à considérer que voilà, ce sont des formes de logique qui ne sont plus adaptées pour répondre à certains types de problèmes. Mais en réalité, il n'en est rien. Hein. On a vu que paradoxe du menteur, il y avait des solutions qui existaient dès le XIIe siècle, même avant. On a vu que tous les autres paradoxes, en réalité, les solutions s'y ramenaient, qu'elles existaient également à l'époque médiévale. On a vu que pour les explications de l'implication, par exemple, la logique modale arabe était déjà développée. Il n'y a pas eu besoin d'attendre les systèmes S5 ou je ne sais pas quoi de l'époque moderne. Hein. Ça, la logique modale existait depuis très longtemps. Hein. Aristote en parlait déjà. Et d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, là, le principe de raison suffisante dans le calem, à un moment, celui qui fait la présentation, il parle vite fait du modèle S5, S4, etc., les nouveaux modèles concernant la logique modale, et il te dit que notre logique à nous, enfin, la manière dont le modèle des Mutakalimi, si tu veux, il évite beaucoup d'erreurs dans lesquelles sont tombés ces modèles-là. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, certains philosophes, ils savent même pas faire la distinction wajib li nafsihi, wajib li ghayri. Et ils font plein d'erreurs dans leur argumentation à cause de ça. D'ailleurs, quand ils argumentent contre le principe de raison suffisante, certains d'entre eux vont te dire parce que ça implique que le contingent qui est causé, il est wajib. Mais en fait, c'est simplement dû à leur ignorance de cette distinction-là, qui est pourtant fondamentale chez les falasifa et les mutakalim. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, le livre Tabarim al-Mantiq de Saïd Fouda, il faudrait le lire. Hein. Je sais pas, il a l'air pas mal. Faudra même J'avais lu traduire des certains passages vite passages. fait. Même Rani, il avait traduit. Ouais, faudra même traduire les passages. Il fait combien de pages déjà? Il me Je sais semble pas, qu'il est pas très long. Une cinquantaine, non? Une petite cinquantaine. Je sais plus. Je pense, non, Plus, je je pense qu'il doit pense. pas faire plus de 150 pages. Je sais pas. Ouais, voilà, dans les environs. 100 pages, comme ça, tu vois. D'ailleurs, Saïd Fouda, j'ai tous les PDF possibles sur ce qu'il a écrit. Et il y en a qui essaient de te faire croire qu'il produit que contre les Wahhabis. D'accord. Ça doit être ça. Oh, je suis un fou, moi, il fait 282 pages le PDF. Ouais, Ah, j'avais oublié. Ouais, moi aussi, j'avais téléchargé tous ces livres, j'en ai fait un dossier. Telegram, tu connais. ouais, Bon, oui. après, la plupart de ces livres, ils sont pas disponibles en PDF. Ouais. Et moi, j'en ai
J'en ai genre une vingtaine. Mais il me semble qu'il n'y a pas que des livres, il y a aussi des trucs qu'il a écrit, questions-réponses, vite fait. Ouais, il a fait des Risale, rasaïl, ouais. des petites lettres de réponse. Moi, j'avais étudié, du coup, ouais, la risala contre Al-Albani avec mon professeur. Ah, Ouais. Il a fait aussi une risala sur le taqlid, je crois. il a plein, ouais, il a plein de petites risales. Et niveau livre, attendez, je vais vous dire ce que j'ai niveau livre de Saïd Fouda. Il y avait aussi, quand on parlait tout à l'heure de la logique, il y avait aussi une tentative d'Al-Razali d'extraire les lois, pour justement montrer qu'il n'y avait pas cette dépendance d'Aristote, d'extraire les lois de la logique. Il a bugué. Ouais, désolé, On m'entend toujours ou pas? Allô, allô, il y a quelqu'un? Oui, oui, on t'entend. Ouais, je te disais qu'il y avait il y avait une tentative aussi par Razali d'extraire les lois de la logique fondamentale à partir des versets du Coran. Par exemple, en utilisant les raisonnements qui sont, en regardant, en analysant les raisonnements qui sont utilisés dans le Coran, par exemple des raisonnements contre les polythéistes, etc., d'extraire des lois. Et c'est ce qu'a fait le Razali, pour dire en réalité qu'il n'y a rien de tributaire d'Aristote. Le Coran lui-même emploie des raisonnements qui dépendent de lois, qui sont les lois de la logique. Et en un sens, le Coran énonce ces lois de la logique en utilisant des raisonnements qui les instancient précisément. D'ailleurs, à un moment, Al-Farabi, il parle d'un passage dans Surat Yasin, et il disait que on retrouve là l'exemple du syllogisme parfait, mais je sais plus exactement de quel passage il parle. Ouais, et puis même on retrouve des raisonnements par l'absurde, des raisonnements assez variés en réalité. Des raisonnements disjonctifs, c'est-à-dire soit c'est ça, or c'est ça.
des raisonnements conjonctifs. Si c'est ça, alors ce serait comme ça, etc. etc. Il y a les trois types de propositions qui sont formulées, hein, qu'on trouve en logique. Hein. Proposition catégorique, proposition disjonctive, proposition conjonctive. A et B, A ou B et A y implique B. Ça, on les retrouve facilement dans le texte coranique. Après, bon, c'est pas pour essayer de faire un émerveillement, on va les trouver dans n'importe quel texte. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un truc non plus incroyable, mais c'est juste pour dire que ceux qui considèrent et qui diabolisent la logique, qu'ils soient conscients qu'elle est fondamentale et elle est employée dans le Coran. Et le livre où Al-Razali le fait, il y a par exemple un livre qui s'appelle Al-Qistas al-Mustaqim. En gros, ce livre, c'est un livre de base contre les Ismaéliens. C'est assez marrant parce qu'en fait, à la fois c'est un livre contre les Ismaéliens, à la fois on tire les lois de la logique du Coran, et à la fois on essaye de faire un traité de logique en fait. C'est un traité de logique appliqué aux Ismaéliens. Et c'est assez intéressant. Le livre a été traduit en anglais hein, d'ailleurs. C'est quoi le nom en anglais? C'est Qistas al-Mustaqim. D'ailleurs, tu le trouves sur le site razali.org. C'est le site avec tous les livres d'Al-Razali. Si tu regardes bien, tu vas le trouver. Le Qistas al-Mustaqim. Ah ouais, J'avais commencé à lire. il y a un site livre de Razali. Ouais, razali.org, quoi. Il y a un site entier. Il est très gros le site. Mais la plupart des livres sont en arabe, mais il y a quand même beaucoup de livres en anglais. Par exemple, Yahya, il y a presque tous les livres. Yahya al-Maddin. Ah, yeah. Ouais, et du coup, on m'a demandé de parler. Alors attends. Des sophismes. Le mentir est remis en cause car apparemment il ne suffit pas que quelque chose soit vrai en apparence pour qu'il soit vrai. Ah oui, ça c'est. Mais ça c'est. En fait, le truc c'est que ça c'est attribuer au mentir ce qu'il n'est pas. Le mentir ne dit pas ce qui est en apparence vrai est vrai. Non, le mentir dit ce qui est vrai est vrai. Ce qui est en apparence vrai n'est pas vrai, c'est tout. Le mentir n'énonce pas de proposition entre guillemets d'apparence. Il énonce les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, dans notre mentir, on étudie les marquoulat al-oula et marquoulat al-thaniya, de sorte à ce que. Et leur correspondance, tu vois. Correspondance entre les marquoulat al-thaniya et marquoulat al-oula. Et c'est pour ça qu'en fait, notre mentir, si tu veux, il est un peu inséparable de l'ontologie. Parce que tu vois, on met en relation. Après, ça sera peut-être retrouvé dans les livres un peu plus avancés, tu vois. Mais les implications, on met en relation les différentes ma'ani, etc., les mahiyas. Et donc, ouais, ça met en connexion les. Tu vois, c'est inséparable de l'ontologie, quoi. On peut pas parler de mentir sans.
Toujours là, Platon? Oui, oui. Ouais. Et pour les sophismes, bah, c'est un truc qui est traité en Mantiq. Ça, c'est un truc c'est-à-dire, il y a des sections spécifiques au sophisme et les types de sophismes, comment les identifier, etc. C'est un truc qui est traité. Il y a plein de types de sophismes différents, on ne peut pas tous les citer. Mais il y a plusieurs règles à ce sujet-là, qui sont traitées dans les ouvrages dédiés. Donc oui, après les sophismes, je pense que vous les connaissez, hein, les hommes de paille, les trucs comme ça. Des trucs un peu classiques quand même. Pétition de principe. Pétition de principe. Après ça dépend, il y a des sophismes en logique formelle, il y a des sophismes en logique matérielle. Bon, il y a par exemple le sophisme, il y a des sophismes vraiment célèbres, un sophisme de la généralisation. En gros, à partir de certains, vous en déduisez le quantificateur tous. Ça, c'est une erreur évidente, tout le monde la discerne. Après, il y a des sophismes un peu plus subtils, notamment sur ce qu'est la négation d'une proposition. Souvent, on a tendance à mal faire les négations. La négation de pour tout, si on est en logique symbolique ici, mathématique, c'est il existe. C'est pas aucun. C'est un truc qui mérite d'être noté. L'implication, c'est pas un donc, c'est si alors. C'est pas A donc B, c'est si A alors B. C'est des choses qui méritent d'être notées aussi. Après, il y a plein d'autres exemples, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ça fait partie des trucs qui sont traités dans la science du mentir. J'ai hâte d'étudier. Comment distinguer sophisme de ce qu'il n'est pas? Comment distinguer sophisme de ce qu'il n'est pas? Précisément, le mentir énonce des règles, et ces règles nous permettent de déterminer ce qui est... Justement, c'est le but même du mentir, en fait, c'est de prévenir les erreurs de raisonnement. Comment on les prévient? On énonce des règles qui sont connues pour les prévenir. J'ai hâte d'étudier la Risala Shamsiya et Tahdib al-Mantiq. Je pense que ça va être... Mais Tahdib, je sais pas si c'est plus avancé que Shamsiya ou pas. Tahdib, bien sûr. Yeah. Tahdib, c'est plus avancé. Mais parce que certaines hawashi de Shamsiya, ils sont... Oui, ça dépend, ouais, c'est vrai. Mais Tahdib, en général, c'est plus avancé. Puis Tahdib, il n'y a pas que du mentir, il y a du kalam dedans, il y a de la balara. Donc c'est un peu technique. Shahad Taftazani, encore une fois. Taftazani a commenté d'ailleurs la Risala Shamsiya. Il me semble que Jourjani... Non, attends. Jourjani, il me semble, il a une hashia sur la Risala Shamsiya. Si je dis pas de bêtises. T'as des cours sur YouTube de Bilal Najjar sur la Risala Shamsiya. Non, mais t'as même des cours de At-Turkmani. Le cheikh At-Turkmani, il fait Shamsiya, il fait Tahdib al-Mantiq aussi. Sur YouTube? Ouais. Ah, j'aimerais bien voir, j'ai pas vu. Cheikh Abdelhamid Turkmani, c'est un monstre. Je pense que c'est certainement un des plus grands savants du monde, même dans le kalam. Dans le Mantiq, en tout cas, c'est sûr, ouais. Pour le kalam, je pense... déjà Hamza Bekri et Saïd Foud. En fait, à son niveau, là, il a une maîtrise du usul, du kalam, du mantiq, à la perfection, et même de la langue arabe. C'est-à-dire il va décortiquer chacun des mots que tu prononces, et il peut t'en faire un tafsir. Oui. D'ailleurs, à un moment, le cheikh Turkmani, il avait corrigé le Stade Ali Al-Amari sur de la logique. Il l'a corrigé sur tout, hein, sur le kalam, sur la logique, sur la plupart de ses cours. J'avais vu sur Facebook pendant des mois, plusieurs mois, ouais. Il avait fait tous ses cours, les cours de al-Brahim, ses cours de falsafa, etc., etc. Et il a tout corrigé. Et c'était sans pitié. Mais après, c'est de bonne guerre parce que ça permet l'élitisme. Oui. Et on avait demandé au cheikh Turkmani, il conseillait qui pour l'apprentissage du kalam. Il a dit
qui conseillait Hamza Bekri. Hamza al-Bakri, là, actuellement, il a 3 shuruh de la Nasafia en attente. Il avait dit quand il a fait son passage à Lyon. Il va faire 3 shuruh, un petit, un moyen, un grand, si je me trompe pas. En fait, tout ce qu'il fait, c'est imiter le Cheikh Al-Kawthari. Ah, Il a dit que vraiment ce qui l'a poussé à étudier et à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est après avoir lu les kutub du Cheikh Al-Kawthari. c'est pour ça que c'est un muta'assib des Hanafi. Hein. Ouais, c'est ça. Il a dû fumer le livre Mawqif al-Aql. Ça, c'est Mustafa Sabri, non, il fallait. Ouais, mais ça aussi, je crois qu'il aimait bien. Bon, après, il a une prédominance, il a une préférence pour le Cheikh Al-Kawthari. Al-Kawthari. Mais Al-Kawthari, il avait un niveau en KLM, faut pas oublier. Bah, les deux, Kawthari et Mustafa Sabri, c'était des, entre guillemets, rivaux. Ils ont fait Mais des il me débats. semble que, d'ailleurs, Mustafa Sabri, c'est le dernier à avoir, si tu veux, étudié, tu vois, tout le cursus ottoman. C'est-à-dire qu'il a même étudié Ouais, Sharh al-Mawaqif jusqu'à Sharh al-Adudiyya, etc. ouais, c'est possible, vu qu'on dit que c'est le dernier Cheikh al-Islam. Ouais, mais Al-Kawthari, je pense qu'il a dû faire le même cursus. Hein. Donc, et malheureusement, beaucoup des livres de Mustafa Sabri ne nous ont pas atteints. C'était qui? C'était lui, non, qui avait un livre, Qawli fil Mar'a, mon avis sur les femmes. Qui ça, Kawthari? Non, Mustafa Sabri. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Quoi, il a fait un livre, il a fait un livre entier. Ouais, je crois qu'il y a Cheikh Mustafa Sabri, il a rédigé un livre. Il fait 90 pages de mémoire, environ 90 pages, mais je l'ai toujours pas lu. Je sais pas du tout. Après, est-ce qu'il a été publié ou est-ce qu'il est toujours. Non, il est publié, il existe en PDF. Ah, ah, ok. Il y a même des passages qui ont été traduits. Par contre, en PDF aussi, j'ai le Majmou' Rasail Ibn Kamal Pacha. Et ça sera pour plus tard. Hein. Mais franchement, il y a du lot. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est comme Abkar al-Afkar, tu vois. C'est des livres encyclopédiques. Des livres, tu vas les voir pour traiter d'une question et la question, elle est traitée en 50 pages. Ouais, c'est Ça y déjà est, long. Hein, je sais. ça te prend toute ta journée, quoi. Mais j'ai vu la partie Kalem, ça a l'air d'être costaud. Hein. Il parle de Ja'al al-Mahiyya, des trucs comme ça. Ziyadat al-Wujud, etc. Le Wujud ad-Din. Puis il a fait une risala qui est un char de la risala de Dawani, Isbat Wujub al-Wajib. Bref, il y a plein de trucs. Il a une risala. C'est comment ça? Ce livre, il est comment? Il se présente. Il est long ou quoi? Comment ça, le livre ou la risala? Le livre. Ben en fait, si tu veux, tu as plusieurs volumes.
T'as un ch- Ah, tu parles toujours de Majmou Rasail de ok, Kamal Pacha? Ouais, ouais, je parle de ça, moi. Ah, d'accord, j'ai cru que tu parlais à un moment d'un autre. J'ai eu un petit bug. Non, non. Moi, pour l'instant, je me suis fié au livre en un seul volume. J'ai ma hachia du Sharh de Al-Aqaïd de Taftazani. Ça me suffit largement. Ça fait 800 pages. Pas besoin d'aller plus La loin. hachia de qui? Sur Al-Aqaïd. Le Bajouri. Ah oui, c'est vrai, D'ailleurs, ce qui est Bajouri, il y a marrant, une c'est hachia aussi. que tout à l'heure, je lisais la partie Qada et Qadar. Et je vois, il y a le titre, entre guillemets, le titre, une sorte de titre qui va dire que Tarjih al-Sharih. Donc, le fait que le Sharih, donc Taftazani, il prend plus parti dans le mazhab des Ash'arira que le mazhab de Nasafi. Ouais, ouais, ça c'est connu, il était Ash'ari, Shafi'i et Taftazani. Ouais, c'est un Ash'ari. Mais Ah ouais, il le fait souvent, ouais. il me semble que Bajouri, dans sa hachia, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend un peu Khayali et, Assi al-Koti. Il reprend leur hawashi aux deux et il fait une sorte de résumé, il me semble. Je sais pas du Attendez, tout. il y a une question. Il y a une question, quelqu'un qui nous pose la question. Qui maîtrise le mieux la science de la logique entre les Asharites et les Mu'tazilites? Bon, je pense que la réponse est Ah, un peu. Bon, j'ai bon, vraiment dit les bon. Mu'tazilites. Les élites, ils sont plus forts. Ils sont D'accord, mais D'accord. Les Mu'tazilites, tu observes leur vision du qada et du qadar. Je pense que ça suffit pour comprendre leur logique. Pour répondre plus directement, il n'y a pas beaucoup de livres de logique Mu'tazilite. C'est pas un sujet que les Mu'tazilites ont beaucoup exploré. Non, non, C'est mais plus un truc que les philosophes ont exploré et que les Asharites ont c'est exploré. simple, tu prends Fakhreddin Razi seul. Je suis désolé, il n'y a pas un logicien Mu'tazilite équivalent. Ou alors, il faudrait considérer des chiites, mais c'est pas vraiment des Mu'tazilites. Parce que les chiites, ils ont une grosse tradition de logique. Mais les Mu'tazilites en tant que tels, c'est-à-dire les vrais Mu'tazilites, non, ils n'ont pas de tradition de logique. Ils n'ont pas de trucs connus. Ils ont du kalam, ils ont beaucoup de kalam, ça c'est vrai, mais ils n'ont pas beaucoup de logique. Pour te dire, hein, là je suis même pas capable peut-être de te citer un ouvrage de logique qui est proprement Mu'tazilite. Pourtant, j'ai lu les Mu'tazilites, etc. Et je connais leurs ouvrages, généralement. Mais là, et vous avez une idée, vous, d'un ouvrage de logique Mu'tazilite? Absolument pas. Je suis pas sûr que ça existe. Même. Aucune idée. Pourtant, ils ont écrit beaucoup de kalam. Hein. Abdel Jabbar, Ah, Usul et Kalam, normalement, c'est bon, quoi. Hmm. Faudrait voir du côté du Qadi Abdul Jabbar. Non, je pense pas. J'avais vu à un moment une bibliographie qui listait ses livres. J'avais pas noté un règlement de terre. Même quand tu regardes les bibliographies des savants connus chez les Mu'tazilites, il n'y a pas de Monterre. Après, je parle des anciens aussi, un peu normal, mais même les plus modernes. En fait, moi, je pense que l'explication, c'est surtout que les Mu'tazilites, en fait, ils se sont éteints trop tôt. Ils se sont éteints trop tôt en tant que mouvement, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ces développements. Au XIIe siècle, il y avait déjà presque plus de Mu'tazilites. Ouais, après, de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est pour ça aussi que c'est une bonne question, mais ça nous permet de rebondir sur un autre truc. C'est pour ça aujourd'hui que ceux qui se disent Mu'tazilites, qui se revendiquent l'appartenance au courant Mu'tazilite, c'est un peu un non-sens. En fait. C'est très bien, mais vous n'avez pas de livre. Vous n'existez plus depuis le Ils XIIe connaissent les siècle. Mu'tazilites à travers nous, en fait. Déjà, premièrement, les sources les plus nombreuses sur les Mu'tazilites ne sont même pas des sources Mu'tazilites. La seule chose qu'ils ont, comment on appelle ça, Tabaqat al-Mu'tazila de Ibn al-Murtada, mais c'est tout. Hein. Ils n'ont pas grand-chose en livre. Et puis surtout, voilà, ils n'ont pas de livre de logique. Leur Kalam s'est arrêté au XIIe siècle. Ils n'ont pas ils ont pas de maturité par rapport à, à texte. Ils n'ont pas de gros commentaires. Vous croyez qu'ils ont une tradition de commentaires?
Non, il n'y a pas de commentaire de leur livre, il n'y a pas de tradition d'études Mu'tazili, il n'y a pas d'enseignement d'année en année. Mu'tazili, ça n'existe pas. C'est fini, le Mu'tazili. Ça existait au début. Il y avait cette idée de transmission, etc. Mais là, ça n'existe pas. Conclusion, devenez Ash'ari. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Comment qualifier l'approche de Ibn Taymiyyah dans ce domaine? C'est quoi la question? J'ai entendu Ibn Taymiyyah. Comme... Lui, il entend Ibn Taymiyyah, il se réveille. Après. Comment qualifier son approche dans ce domaine? Ah frère, tu parles trop doucement. Comment qualifier quoi? Comment qualifier son approche du mentir? Ah, je laisse Sidi Marwan répondre. Non, moi je suis pas un spécialiste de Ibn Taymiyyah, je vais juste dire qu'il a été illogique, c'est tout. Ah, mais toi, je vais te tabasser, toi. Vas-y, petit prince, réponds, petit prince. Ouais, t'es même pas capable de défendre ton imam là. Bah, frérot, pourquoi ce serait moi Dis un qui... truc, je sais pas, prends son parti ou alors réfute-le, je sais pas. Sur son Mais approche du mentir. j'attends que petit prince il parle. Comme ça, dès qu'il fait une erreur, je bondis sur lui. C'est la technique. Bah, Je suis pas sûr, mais il me semble que Saïd Fouda, il a parlé de l'approche d'Ibn Taymiyyah en mentir. Il me semble qu'il a écrit dessus. Non, ça ira, ça ira. oui. Non, je ne conseille pas d'aller la lire. Ça ira, ça ira. Tu l'as lu toi d'abord? C'est quoi? Non, mais... Ah mais voilà, parce que c'est Saïd Fouda, parce Parce que ça doit pas que t'es un être objectif. muta'assib de Ibn Taymiyyah, et voilà, c'est tout. Pas du tout, pas du Non, mais tout. Minato en grandissant, il va lancer une pétition, Oui. il va faire un autodafé des livres de Cheikh Saïd Fouda, il va faire comme Ihya Ulumuddin. Alors, Ibn Taymiyyah, Minato, en comment... grandissant, il va surtout devenir un sha'arite. Ah non. On Comment... espère pour lui. Non, astaghfirullah, ça ira. Il va ouvrir Sharh al-Zarruq sur la Aqidah de la Risala. Il va faire, Ah, j'ai vu la lumière, mes frères. J'ai vu la il lumière. La va- combinaison entre Tasawwuf et Ash'arisme. Bon. Nous, on a Sayyidina Abdel Qadir Jilani. Alhamdulillah, ça me suffit. Ah ouais. Ah, celui qui a dit que Allah, il était dans la jihad du fawq. Ah, d'accord. Bah, il n'y a aucun problème avec ça. Safarani aussi dit ça. Hein. Al-Khadawi Allah aussi dit ça. Et alors, il Bah, n'argumente pas avec des arguments d'autorité. non, mais justement, pourquoi tu ne cites Abdel Qadir Jilani alors? C'est toi qui as parlé de lui. Bah oui, le titre. Parce que ton propre Faut savant, suivre, l'imam. hein. Tu sais, Parce que l'imam. Parce que il ton a rien propre suivi, savant. mesquin. Ah, mais frère, tu m'as cité un avis qui me dérange en aucun cas. Ton propre savant, l'imam Dardir, rahimahullah, il le cite parmi les 9 ou 10 savants dont il y a Ijma' sur. Il l'a cité parmi les 7. T'as même pas suivi. Parmi les quoi? 7 savants, et plus un parce qu'il cite Al-Junayd al-Baghdadi au tout début de son livre. Parmi les 7 savants. Ah là Et là du là quoi là. Dardir sur la jihad? Oui, non, pas Derdir sur la jihad, non. Derdir, en fait, Quand il te dans sa cite partie les... Tasawwuf, dans sa partie Tasawwuf, à la fin, il va citer 8 Oui, a'imma, oui, je sais, mais 8 aqtab, donc 8 pôles, voilà.